Merci beaucoup, Maxime. Tu as fait une belle présentation. Donc, comme Maxime disait, Caroline Tremblay, je suis directrice du secteur technopédagogique chez Optania. J'ai aussi enseigné le français, comme disait Maxime, pendant 10 ans à l'École secondaire des Grandes-Maries à l'Abbé et j'ai aussi été la coordonnatrice du programme de citoyenneté responsable dans cette école pendant les mêmes années. J'ai eu la chance d'acquérir plein de compétences qui m'ont permis de naviguer vers Optania et de devenir au fil du temps la directrice du secteur technopédagogique, mais aussi, comme le disait Maxime, propriétaire de produits. Qu'est-ce que ça signifie propriétaire de produits quand on dépend en technologie? C'est que c'est un peu comme un rôle de chargé de projet où je m'occupe finalement de faire le lien entre l'équipe de développement, les utilisateurs, les clients, donc pour m'assurer que le produit qu'on développe réponde vraiment bien aux besoins des gens qui vont l'utiliser. Je suis avec mon collègue Simon. Donc, Simon. Oui, bonjour, je me présente. Excusez-moi, juste une petite question pour la présentation de notre présentation. Est-ce que moi, je peux partager mon écran? Absolument, Simon. Oui, OK, c'est bon. Ah, OK, bon, je suis autorisé maintenant. Super. Donc, ce ne sera pas bien long. OK, là, je crois que vous devriez voir l'écran. Oui, Est-ce on que voit c'est bien. le cas? Super. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Simon Bouchard. Je suis scientifique de données chez Optania et je suis également étudiant à la maîtrise en statistique à l'Université Laval. Tel que dit précédemment, mon projet de maîtrise consiste à évaluer les performances d'algorithmes d'apprentissage statistique en fonction des méthodes d'imputation de données. Je ne rentrerai pas dans les détails dans la présentation. Donc, c'est ça pour moi. Merci beaucoup, Simon. Quelques mots sur Optania avant de commencer. Là, on n'est pas là pour vous parler d'Optania, mais quand même, Optania, on est une entreprise de Saguenay. Donc oui, pour ceux qui ont écouté les médias dans les derniers jours, on a eu une grosse tempête de neige dernièrement. Donc, on a eu plus de 40 centimètres, nous, chez nous, dans les derniers jours. Ce matin, on s'est levé avec nos portes qui n'ouvraient plus et ça a été vraiment un beau défi de nous rendre jusqu'à la conférence ce matin. Optania, on existe depuis 2009. On est situé à Chicoutimi. On est une équipe d'une vingtaine d'employés, dont de nombreux développeurs, bien entendu, mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent du domaine de l'éducation et du service psychosocial. Toutes les solutions qu'on développe sont propulsées par des algorithmes d'intelligence artificielle pour soutenir les membres du personnel, autant des milieux scolaires que du soutien psychosocial, mais aussi pour offrir du soutien aux élèves et aux étudiants de l'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler d'intelligence artificielle en éducation. Comme vous avez pu le constater, je vais être plus axée sur le domaine, sur le côté terrain de l'utilisation des outils, alors que mon collègue Simon, lui, va vraiment être plus dans le technique et dans le scientifique de l'intelligence artificielle. Donc, exactement. L'objectif de la conférence, c'est vraiment de discuter d'applications concrètes en intelligence artificielle en éducation, tout en présentant des explications sur la mécanique de l'intelligence artificielle, parce que trop souvent, on va parler d'intelligence artificielle sans parler de ce qui se passe derrière. Donc, on va essayer d'amener ça d'une manière assez pragmatique, mais en allant un petit peu dans la théorie pour les personnes que ça pourrait intéresser. Donc, le titre de la conférence, c'est bien entendu Réfléchir l'intelligence artificielle en éducation. Donc, on est ici pour discuter, pour réfléchir de qu'est-ce que devrait devenir l'intelligence artificielle dans le milieu de l'éducation. Donc, on vous invite bien entendu à poser vos questions. Vous pouvez interagir avec nous là, via le clavardage. Les modérateurs pourront vous donner à ce moment-là la parole. Mais vous pouvez aussi utiliser un outil que Simon va vous présenter dans quelques minutes qu'on a mis en place là, pour pouvoir faciliter la collaboration avec tout le monde. OK. Donc, vas-y, Caro. La conférence est structurée. On va avancer tranquillement, pas vite, vers l'intelligence artificielle en éducation, mais avant de pouvoir vous parler d'intelligence artificielle en éducation, bien entendu, on veut vous expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc, on va parler de la prise de données qui est la prise de décision basée sur les données factuelles. Ensuite, on va définir l'intelligence artificielle purement. Ensuite, on va parler d'intelligence d'affaires, essayer de faire la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence d'affaires. C'est des choses dont on entend régulièrement parler. Ensuite, on va parler ensemble d'intelligence artificielle vraiment axée sur l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation.
On va vous donner des exemples concrets d'outils qui sont propulsés par l'intelligence artificielle, qui sont déjà utilisés par plusieurs membres du personnel et par les élèves ou les étudiants en éducation. On va faire un petit bout, bien entendu, sur l'importance de l'éthique. Parce que on est quand même une entreprise qui est très axée sur la recherche. On a toujours été accompagné par des organismes comme le Centre national de recherche du Canada pour nous mettre dans un contexte qui est le plus éthique possible. Puis si on a le temps, on a quelques sujets à faire à la fin de notre présentation. Super. On a parlé d'un outil qui va nous permettre de favoriser l'interaction avec vous. Comme Caroline l'a dit, c'est une discussion qu'on veut vraiment prôner la discussion et les questions si vous en avez également. Donc, on va utiliser l'outil qui s'appelle Slido. Donc, on a deux manières de l'utiliser. Soit vous prenez votre ordinateur ou votre téléphone intelligent, vous allez sur slido.com. Puis directement sur la page d'entrée, vous entrez les numéros qui sont là. Donc, le 048-778, c'est tout ce que vous avez à faire. Ou bien, vous prenez le code QR. Pour prendre le code QR, vous prenez votre téléphone intelligent si vous en avez un, et puis vous faites juste le scanner, puis le lien va s'afficher directement, puis vous allez être prêt à utiliser l'application Slido. Une fois qu'on va avoir à l'utiliser, je vous dirai quoi faire. Donc, c'est quand même assez simple. Donc, soit nous, on va poser des questions dans une diapositive, ou bien vous pouvez simplement aller écrire vos questions dans l'onglet où on peut écrire des questions textuelles. Puis, tous les participants peuvent aller voter pour dire si une question est pertinente ou non. Puis nous, à la fin, on va regarder les questions puis on va essayer d'en répondre à quelques-unes. Donc, je vous laisse quelques secondes pour mettre l'application sur vos ordinateurs ou votre téléphone si vous voulez l'utiliser. Merci, Maxime, pour le partage de l'URL. Donc, pendant que certains continuent d'installer l'application, pas l'application, mais de se connecter, moi, je vais commencer à discuter de la prise de décision basée sur les données, parce qu'on va parler d'intelligence artificielle, mais ce qui soutient l'intelligence artificielle, c'est essentiellement les données. Pour faire un petit survol historique, depuis l'avènement de l'informatique, on a énormément de données à notre disposition. En plus de la croissance des disques durs, etc., ça permet d'emmagasiner énormément de données au sein des entreprises, des corporations, des institutions scolaires, etc. En plus, on a eu des grandes avancées technologiques en matière de gestion des données. Quand on parle de gestion des données, on va parler de tout ce qui est les algorithmes qui permettent de gérer les données, donc tous les outils statistiques. Ça a énormément avancé au courant des 10-15 dernières années. Puis, ce que ça a mené, c'est l'émergence de la science des données. Puis, la science des données, c'est quoi? La science des données, ça implique des principes, des processus et des techniques pour comprendre les phénomènes via l'analyse automatisée des données. Donc, c'est vraiment ça, la prise de décision basée sur les données. Puis, pour se réchauffer un petit peu, on va commencer avec une question quiz qu'on a mis sur Slido, qui est une question, quelle est la définition de l'intelligence artificielle? Donc, normalement, vous devriez avoir accès et pouvoir répondre à la question. Donc là, on voit qu'il y a une vingtaine de participants pour qui ça fonctionne. Super, OK. On voit que ça tend assez bien vers la définition ce sont des algorithmes qui apprennent à partir de données historiques afin d'effectuer des prédictions sur de nouvelles données. Eh bien, c'est une bonne réponse. Là, essentiellement, là, dans notre quotidien, l'intelligence artificielle va se retrouver sous cette forme, c'est-à-dire des algorithmes qui vont apprendre à partir de données historiques. Mais il y a une définition qui est plus large de l'intelligence artificielle, qui est que c'est un concept selon lequel un ordinateur est en mesure d'apprendre des tâches effectuées par un humain. Ça, c'est vraiment le concept plus général. Donc, on va aller un petit peu plus en détail là-dedans dans la prochaine diapositive.
Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Tel que dit précédemment, là, tu sais, les réponses, tout était bon, là, il n'y avait pas de mauvaise réponse, c'est juste qu'il y en a une qui était plus conceptuelle, puis c'est elle qu'on utilise présentement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est le concept selon lequel des machines, des ordinateurs, c'est-à-dire, sont en mesure d'effectuer des tâches d'une manière que l'humain considère intelligente. Ce qui Donc, est on peut voir important que de noter ici, là, c'est que Simon est en train de mettre les bases pour que tout le monde comprenne, dans le fond, le concept d'intelligence artificielle. Donc, on est en train de définir les grands concepts pour ensuite pouvoir discuter librement là, vraiment de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, soyez pas inquiets. Dans le fond, on est en train, dans le fond, de mettre la table pour pouvoir servir le repas de l'intelligence artificielle en éducation. exactement. Merci, Caroline. Là, c'est vraiment ça. C'est une partie un petit peu plus théorique, là, mais ça va durer peut-être c'est 20 de la présentation, puis après, on rentre dans le concret. C'est ça. Donc, c'est un concept assez vague. Puis, il y a beaucoup de domaines qui sont impliqués dans la production d'outils d'intelligence artificielle. Donc, principalement, on va penser que l'informatique, c'est le domaine, le seul domaine qui va faire d'intelligence artificielle. Mais l'informatique ne peut pas achever des outils d'intelligence artificielle sans l'aide des statistiques et des mathématiques qui sont en fait les moteurs qui vont développer la science derrière les algorithmes. Par la suite, on va avoir besoin de domaines d'expertise. C'est-à-dire, si on veut développer des algorithmes qui sont sains, ça va nous prendre des domaines tels que les sciences sociales, l'éthique, parce que, tu sais, en tant que statisticien ou mes collègues qui sont informaticiens, on n'a pas de formation en éthique, on n'a pas vraiment de connaissances sur qu'est-ce qui est bon ou mauvais, donc on va avoir besoin de conseils de ces domaines d'expertise-là. Je m'excuse, Simon, mais M. Pelchat a dit dans le chat un travail interdisciplinaire, puis c'est effectivement ça. C'est vraiment d'essayer de travailler le plus possible en multidisciplinarité pour pouvoir le mieux possible répondre aux besoins des utilisateurs. Parce que si un produit, une solution est propulsée par de l'intelligence artificielle, mais qu'elle ne répond pas aux besoins des utilisateurs sur le terrain, mais elle ne sera pas utilisée. L'objectif, c'est que ce qui est produit en intelligence artificielle soit collé sur la pratique actuelle des gens pour pouvoir répondre à leurs besoins puis faciliter leur travail. Donc, effectivement, ça prend absolument des gens du domaine qui travaillent en interdisciplinarité là, avec les gens de l'informatique. Je ne vous cacherai pas, là, moi, à mon arrivée chez Optania, il y a 5 ans, j'arrivais directement du milieu scolaire et quand j'entendais mes collègues parler, je comprenais absolument rien de ce qu'ils voulaient dire, mais à terme, on peut se développer un langage commun aussi. Donc, les gens dans les entreprises d'informatique, de développement en intelligence artificielle qui travaillent collés sur les gens du domaine, adaptent leur langage, puis comprennent le vocabulaire scolaire, comprennent le vocabulaire en éducation. Puis les gens en éducation qui travaillent dans le domaine de développement bien, viennent aussi à s'adapter au domaine, au langage là, des développeurs. Donc, ça fait qu'on peut vraiment travailler ensemble, puis se comprendre, puis comprendre les besoins du milieu. Exactement. C'est vraiment une belle intervention, là, que c'est un travail interdisciplinaire. Puis, Liane Penel qui a dit qu'il y a tellement d'applications avec l'AI et le machine learning dans tous les secteurs. C'est incroyable des avancements. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui avance à vitesse exponentielle, là. Puis, d'où l'importance de vraiment travailler, pas en silo, mais de travailler en équipe de manière multidisciplinaire. Donc, afin de rendre ça un petit peu plus concret, je vais vous montrer aussi à quel point ça ne remonte pas d'hier non plus, là, l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple d'un article scientifique qui a été écrit en 1886 par un scientifique qui s'appelait Francis Galton, qui a œuvré dans plusieurs domaines, dont la biologie, les statistiques. C'était un grand savant. Puis, il a écrit un article qui s'appelle Regression Toward Mediocrity, donc une régression jusqu'à la médiocrité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Donc, lui, son but, c'était d'utiliser des données sur des parents et sur des enfants, c'est-à-dire la taille de parents et d'enfants, afin d'essayer d'expliquer la taille des enfants en fonction de la taille des parents. Donc, il a utilisé ce qu'on appelle un modèle de régression. On ne rentre pas dans les détails, mais un modèle de régression, c'est quoi? C'est simplement une droite qui va être tracée au centre du graphique ici. Donc, dans le graphique qu'on a ici, les points représentent la taille d'un enfant,
puis ici, ça représente la taille moyenne de ses parents. Puis, on fait ça pour toutes les données qu'on a, puis on trace une droite au milieu des points. Puis, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Bien, on pourrait vouloir l'utiliser comme étant, comme un modèle prédictif. C'est-à-dire, on a utilisé des données qui sont historiques sur des enfants et des parents, puis on pourrait vouloir l'appliquer aujourd'hui afin de prédire la taille des enfants. Donc, on prendrait la taille d'un enfant, puis on irait la projeter sur la droite qui est ici. Fait que supposons que, la taille des parents, puis on irait la projeter sur la droite qui est ici, puis ça nous donnerait la taille des enfants quand il va être adulte. Dans le temps, c'était utilisé dans un titre explicatif, mais aujourd'hui, on pourrait également l'utiliser comme étant un modèle prédictif. Donc, pour prédire la taille des enfants en fonction de la taille des parents. Donc, ça, c'était vraiment pour vous montrer à quel point ça remonte à il y a longtemps. Puis, initialement, c'était les statistiques qui étaient les grands précurseurs de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence d'affaires? Parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle, d'intelligence d'affaires, comme si c'était deux choses différentes. L'intelligence d'affaires, ça regroupe des stratégies utilisées pour valoriser les données au sein d'une organisation. Le but, c'est d'utiliser des données factuelles afin de les mettre à profit pour pouvoir prendre de meilleures décisions, pour accompagner le jugement des gens. Ça nous permet finalement, en valorisant nos données, de mieux comprendre la population étudiante, par exemple, d'un milieu scolaire, de prendre des données qui sont basées, de prendre des décisions qui vont être basées sur des analyses statistiques, donc sur des données factuelles historiques. Ça va nous permettre d'obtenir des analyses en temps réel aussi, des données à la disposition des membres du personnel. Et ça va permettre d'utiliser des algorithmes d'apprentissage machine afin d'effectuer, bien entendu, des prédictions sur ce qui risque d'arriver. L'intelligence d'affaires, finalement, englobe l'intelligence artificielle, qui est une intelligence d'affaires qui utilise l'intelligence artificielle et les statistiques pour produire des analyses qui valorisent les données. Exactement. Donc, ce qui est important de retenir pour l'intelligence d'affaires, c'est vraiment l'application des outils statistiques puis d'intelligence artificielle au milieu des affaires. Maintenant, pour vraiment consolider ce qui est l'intelligence artificielle, on va faire un exemple qui va exposer qu'est-ce que la dualité intervenant versus ordinateur lorsque on veut mettre en œuvre un outil d'intelligence artificielle. Donc, avant de rentrer dans l'exemple, je tiens à préciser que les hypothèses que je fais sur comment qu'un intervenant va évaluer le dossier d'un étudiant sont purement pour l'exemple, dans le sens que je ne prétends pas que c'est tous les intervenants qui vont agir comme ça. C'est vraiment pour que l'exemple soit plus compréhensible. Donc, la mise en situation, c'est qu'on veut cibler les étudiants qui sont à risque de décrochage scolaire afin de leur octroyer un soutien pédagogique. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on pourrait décider qu'à partir des données dans les dossiers étudiants, on cible ceux qui nécessitent du soutien. Puis comment on pourrait traduire ça comme étant un problème d'intelligence artificielle? Bien, on pourrait dire on va prédire si l'étudiant est à risque d'abandon ou non. Fait qu'en bas à gauche de la diapositive, on aurait un étudiant typique pour qui on aurait ses données historiques, c'est-à-dire on aurait l'âge, les notes dans son dossier scolaire, le nombre d'échecs, etc. Puis son statut d'abandon, supposons que c'est un étudiant qui est à la première session au cégep, eh bien, on ne sait pas s'il abandonne ou non, on veut le prédire. Donc, c'est vraiment comme ça que la mécanique s'installe. Donc, si on fait le survol, comment que l'intervenant, lui, traiterait le dossier? Premièrement, l'intervenant évaluerait le dossier étudiant selon son expérience professionnelle. Son expérience elle aurait été acquise en évaluant les traits caractéristiques des étudiants déjà rencontrés dans le passé. Ici, on voit à mi-côté, données sensibles ici, l'importance de l'éthique. Oui, vraiment. C'est vraiment important que les données qu'on utilise soient anonymisées, etc., puis qu'il y ait un gros support éthique derrière toute la machinerie. Tandis que l'ordinateur, lui, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il évaluerait le dossier de l'étudiant selon son apprentissage à lui. L'apprentissage est effectué comment? Il est effectué en évaluant les traits caractéristiques de tous les étudiants de la base de données qu'on va lui donner. Donc, il y a vraiment une grosse différence ici entre les deux. Puis, je pense que Caroline voulait expliquer un petit peu plus en détail la dichotomie entre les deux.
Oui, ce qui est important, en fait, là, c'est de ne pas, quand on utilise un outil qui est soutenu par de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas confondre, dans le fond, le cerveau de l'intervenant et le cerveau de l'ordinateur. L'intervenant, lui, il a son expérience de professionnel, donc la solution soutenue par l'intelligence artificielle qui lui est proposée doit être utilisée comme un aide à la décision, comme un soutien à son analyse, mais il ne doit pas remplacer son jugement professionnel. Le jugement professionnel de l'intervenant doit toujours avoir plus d'importance. Pour quelle raison? Bien, l'intervenant connaît plein d'autres informations qui sont davantage qualitatives sur l'étudiant. L'ordinateur, lui, focus son analyse sur les données factuelles auxquelles il a accès. Comme on disait tout à l'heure, âge, note, nombre d'échecs, où est-ce qu'il a étudié, à quelle distance il se situe dans sa situation géographique. Des situations qui, bien entendu, peuvent être sensibles, mais comme l'ordinateur analyse les données de manière anonyme, il ne sait pas qui il analyse. Tandis que l'intervenant, lui, il sait qui il analyse. Il connaît l'étudiant, il connaît aussi sa situation, mais il connaît aussi les qualités qui font de lui un être en 3 dimensions. Donc, c'est là où le travail de l'ordinateur est là comme accompagnateur, est là comme un aide pour faciliter le travail de l'intervenant. Mais l'intervenant, au final, lui, il a quand même son expérience professionnelle qui a quand même une valeur qui est vraiment ajoutée, là. Donc, c'est vraiment important de ne jamais penser qu'un outil d'intelligence artificielle est là pour vous remplacer. Remplacer quelqu'un en éducation par de l'intelligence artificielle, c'est un travail qui est, je ne veux pas dire impossible, là, parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas, impossible, mais les gens qui travaillent en éducation, on est tellement multifacettes, on fait tellement des tâches qui sont diverses au cours d'une journée, que ça va vraiment au-delà de l'analyse de données, finalement. Il y a tout le côté bienveillant, le côté d'accompagnement qui doit être tenu en compte. Donc, c'est là où c'est important de comprendre l'intelligence artificielle, que le travail de l'ordinateur, lui, c'est un aide au travail de la personne qui fait l'analyse du dossier d'étudiant et qui va fournir le soutien pédagogique. Exactement. Puis, on va le répéter vraiment souvent dans la présentation, c'est un aide. Puis, à la fin, on va voir un exemple aussi de pourquoi il faut utiliser l'ordinateur comme étant un aide et non une vérité absolue. Séverine Parent, nombre d'échecs au cours ou aux évaluations. Ici, vous parlez de l'exemple. On veut prédire le risque d'abandon. On est vraiment dans un cadre plus général. Là. On n'a pas cerné plus en détail la problématique, là. Donc, si on continue l'exemple qu'on vient de commencer, ce qu'on veut, c'est prédire l'abandon, prédire si l'étudiant est à risque d'abandon. Supposons qu'il est à risque d'abandon de l'école, donc du cégep. Comment que l'ordinateur, là, on rentre vraiment dans le détail de l'ordinateur, lui, comment il va étudier pour être en mesure d'apprendre sur les données. Donc, on va procéder en 2 temps. La première phase, qu'on va appeler la phase d'apprentissage, va utiliser des données historiques. Quand on parle de données historiques, c'est-à-dire que c'est des données qui sont précédentes à aujourd'hui. Donc, par exemple, pour créer un modèle qui va prédire pour les futures sessions, on pourrait utiliser des données historiques de 2010 à 2020 sur les étudiants collégiaux, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a recueilli ces données-là, on a deux caractéristiques importantes. Premièrement, on a les caractéristiques sur chacun des étudiants, donc les âges, les notes, etc. Puis, on a aussi le statut. Si on se souvient, initialement, ce qu'on veut, c'est prédire pour un étudiant pour lequel on ne connaît pas son statut. On ne sait pas s'il abandonne ou non. Mais quand on fait la phase d'apprentissage, là, on le sait. Puis, on va prendre ces données-là, puis on va les donner à l'ordinateur. Selon l'algorithme qu'on va avoir décidé d'utiliser, l'ordinateur va apprendre sur ces données à bien classifier, OK, un étudiant qui a, par exemple, qui a eu des notes moyennes de 58 ben, il va être plus à risque qu'un étudiant qui a eu des notes moyennes de 75. Fait que supposons qu'on a 15 000 étudiants, bien, ça commence à faire beaucoup de cas de figure que l'ordinateur est capable de bien identifier. Puis, une fois que l'ordinateur va avoir analysé tous ces dossiers-là, on va être en mesure d'enregistrer cette analyse-là, puis de l'appliquer. Là, je crois qu'on a une question. Est-ce Oui, qu'il y a est-ce qu'il y a une corrélation entre le nombre de données et la fiabilité de la réponse finale? Bien entendu, oui.
Tu peux me dire que je me trompe, Simon, mais habituellement, en intelligence artificielle, quand on fait de l'apprentissage machine, plus l'algorithme je le dis dans mes mots, là, mais plus l'algorithme a de données à manger, meilleur il devient à la fin. Donc, effectivement, plus on peut donner de données à notre algorithme, mais meilleure sa fiabilité va être à la fin. Est-ce que je me suis Oui, trompée, Simon? ben, oui, mais c'est pas un oui absolu. Il faut toujours prendre. C'est ça, un statisticien, c'est tout le temps oui, mais non. Ça dépend de la source des données. Par exemple, si on veut rajouter des observations, puis que c'est des données de moins bonne qualité, ou bien est-ce que c'est une sous-population qui est différente? Il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'on développe un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, c'est un oui. Oui, en général, ça va aider à justement aller cerner des cas de figure qui auraient été moins présents initialement. Mais c'est tout le temps avec mégarde et il faut bien analyser les données au préalable. Sinon, la deuxième étape, l'évaluation des dossiers. Donc là, on est rendu que on a notre algorithme, il a été entraîné, puis là, on est prêt à le mettre en application à l'hiver 2022. Donc, on est aujourd'hui, puis on décide qu'on veut prédire si notre étudiant est à risque ou non d'abandon. Donc, ce qui est important de bien connaître, c'est qu'un algorithme de classification va toujours émettre une probabilité d'abandon, par exemple. Donc, ce ne sera pas un oui absolu. Ce n'est pas l'étudiant, il va abandonner, c'est sûr. C'est une probabilité, c'est un niveau de risque à partir des données historiques sur lesquelles il a été entraîné. Donc, il y a beaucoup de... Il faut prendre attention aux prédictions qui sont données, d'où l'importance de l'utiliser en combinaison avec un membre du personnel qui va être en mesure de juger au final si la prédiction est bonne ou non. Donc, par exemple, comment on mettra en application? Eh bien, là, on est en 2022. On est à la session actuelle. On a une centaine d'étudiants pour qui on veut prédire la probabilité d'abandon. On a leurs caractéristiques, leur âge, leurs notes, etc. Puis, on va rentrer ça dans le modèle, puis il va nous sortir une prédiction. Donc, par exemple, on a une probabilité d'abandon de 26 pour cet étudiant. Et puis, pour cet étudiant, on a une probabilité d'abandon de 73 Donc, après ça, à partir de cette probabilité d'abandon-là, on va se définir un seuil. On va dire, par exemple, à partir de 0,5, c'est-à-dire 50 de chance. Si tu es au-delà de 50 eh bien, on va te classifier à risque. Si tu es en bas, on va te classifier tu persévères, donc tu n'es pas à risque d'abandon. Donc, maintenant, on vient de terminer la partie la plus théorique de la présentation. On va rentrer dans une Oui, reviens partie. à la Oui, diapositive juste à titre de rappel, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de choses dans la slide, là, c'est qu'à titre de rappel, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la phase d'apprentissage, l'algorithme, il connaît le statut de l'étudiant. Il sait que l'étudiant a abandonné, il sait que l'étudiant a été diplômé dans sa phase d'apprentissage, donc il connaît l'information. Et dans la phase d'évaluation, à ce moment-là, c'est là où c'est inconnu la finalité. Donc, on n'est pas encore rendu à la finalité. Donc, c'est là où la prédiction se met en branle. Donc, c'est vraiment la beauté là, de pouvoir apprendre sur des données historiques et ensuite pouvoir utiliser ces informations-là pour pouvoir fournir un aide à la décision là, aux membres du personnel. Puis j'aime le commentaire de Mme Deschênes parce qu'on s'en va justement vers ça. Mais oui, quantité et qualité, garbage in, garbage out, vous allez voir, c'est une introduction parfaite pour la prochaine diapositive. OK, ça c'est ma slide préférée de la présentation. Le monde où mes collègues de travail ils sont habitués de m'entendre dire ça, garbage in, garbage out. Désolé de l'anglicisme, là, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est, tu sais, souvent on va utiliser des données qui sont dans une base de données, qui sont là dans un ordinateur, puis qu'ils sont emmagasinés, mais on ne les valorise pas. Donc, la valorisation des données, c'est le processus dans lequel on va appliquer des algorithmes, puis qu'on va extraire les connaissances intrinsèques aux données, puis on va les appliquer afin de faciliter notre vie. Mais supposons qu'on prend des données, mais que c'est des données de faible qualité où on n'a pas travaillé assez sur ces données-là pour les rendre de bonne qualité, et puis on fait un algorithme d'intelligence artificielle, et puis on le met en production. Eh bien là, au lieu d'avoir juste une poubelle, bien là, on va en avoir plusieurs. C'est-à-dire que là, on utilisait des données qui n'étaient pas utilisées. Excusez, on utilise des données
qui étaient non utilisées. Puis, on fait des décisions dans le monde réel à partir de ces données-là. Donc, on va multiplier l'impact de ces données, de ces algorithmes-là qui sont basés sur des données de faible qualité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut toujours s'assurer d'avoir des données de bonne qualité afin de faire des bons algorithmes. Donc, il y a M. Bélanger qui nous dit qu'un futur où l'intelligence artificielle pourra soutenir de nombreuses autres interventions éducatives n'est pas si loin et ce ne seront que davantage de données sensibles, d'où l'importance de l'éthique comprise comme une posture, comme l'adoption d'un ethos, d'une manière d'être. Surtout, ce sont les humains qui posent les questions de départ et qui construisent les algorithmes. Dès que les données sont là, on peut mobiliser l'IA exactement. C'est vraiment important d'avoir une posture éthique, de vouloir utiliser les données à bon escient pour le bien des individus. Donc, c'est vraiment important d'avoir des gens du domaine qui ont conscience de l'importance de ces données-là et aussi d'avoir un processus de travail qui est éthique. Donc, de là, l'importance d'utiliser des données, par exemple, qui sont anonymisées, comme ça peut être des données qui sont parfois sensibles, mais aussi de bien valoriser nos données pour éviter de créer des algorithmes qui ont des préjugés. Parce que c'est ce qu'on veut éviter aussi. Madame Penel nous demande d'où viennent les mégadonnées, mais ça dépend des gens qui font de l'intelligence artificielle. Chez Optania, nous, on fait affaire avec des organisations scolaires. Donc, on utilise les données qu'ils nous anonymisent, dans le fond, qu'on va analyser chez elles. Donc, c'est des données qui viennent directement là, des écoles. Ça peut être des écoles primaires, secondaires ou d'enseignement supérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on respecte, là, puis je vous dirais que la majorité des entreprises en intelligence artificielle, vraiment, on a ça à cœur, c'est de respecter les lois les plus strictes de respect des données, mais aussi en développement. Donc, on respecte toutes les règles les plus sévères possibles. Marielle nous demande si on va aborder le biais de l'intelligence artificielle. Oui, on a une section qui est consacrée à ça dans la présentation. Super. Donc, maintenant, on a une autre question que vous pouvez répondre à partir de l'application du site Slido. Donc, de quelle façon l'IA peut-elle soutenir l'éducation? Si je ne me trompe pas, c'est un nuage de mots ici. Oui. Oups. OK. C'est-tu un nuage de mots? Je pense que oui. Donc, on vous invite à aller écrire de quelle façon vous pensez que l'IA peut soutenir l'éducation. On a une question de M. Loisel. Nous parlerez-vous de plateformes de développement ML ainsi que de programmation Python ou autre, si possible axée sur des éducateurs enthousiastes de faire quelques pas dans une découverte de l'IA? On va aller plus dans le concret d'outils qui sont déjà développés actuellement, mais on pourra peut-être essayer de vous diriger vers si on a le temps là, à la fin de la présentation, voir si on est capable de vous en parler un petit peu aussi. Là. Mais on l'avait dans notre présentation de parler de programmation en Python, mais on trouvait peut-être un petit peu technique, là. J'aime le commentaire d'ensuite. En français, s'il vous plaît. C'est exactement ça que je me dis quand mon équipe de développement me parle de tout ça. Donc, j'aime beaucoup le nuage de mots qui vient d'apparaître. Prévention, prévenir, orientation, profil, suivi, simulation, appui, wow, aide à la décision, réussite des étudiants. C'est vraiment beau de voir le nuage de mots apparaître comme ça parce que effectivement, l'intelligence artificielle, c'est ça que ça peut permettre dans le milieu scolaire. Si on veut l'utiliser de manière positive, ça peut nous permettre de prévenir des situations à risque, ça peut nous permettre de prédire des situations qui peuvent être dangereuses pour un étudiant ou un élève, puis pouvoir lui offrir du soutien plus rapidement, mieux comprendre les profils de nos étudiants, mieux inclure les populations à risque, détecter les étudiants qui vont avoir besoin de soutien. Aide à la décision, on n'arrête pas de le dire, mais bien entendu, dépistage, favoriser du soutien aux difficultés, parce qu'on peut détecter des difficultés potentielles chez les étudiants en analysant leur dossier, faire des plans d'intervention efficaces, effectivement. Donc, merci beaucoup de votre participation. Là, c'est vraiment un nuage de mots qui est super pertinent. Intervention précoce, exactement, oui, j'adore ça.
Geneviève Charland nous parle du projet Appui à la réussite implanté à l'Université Laval. On l'utilise en exemple en plus plus tard là, parce que je suis étudiant à l'Université Laval, puis je l'utilise là, je l'utilise, il est affiché dans mon portail. Donc oui, c'est intéressant qu'on se qu'on sache que vous connaissez ça. Euh, super. On entre dans le L'IA vif du en sujet. éducation. On entre vraiment dans le vif de notre sujet, l'intelligence artificielle en éducation. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à vous, les membres du personnel en éducation, de définir ce que devrait faire l'IA pour vous. Hein? C'est vraiment important d'être à l'affût de ce qui se fait en intelligence artificielle, de donner votre opinion, de participer, même si c'est possible, dans le développement, parce que les possibilités en intelligence artificielle, on s'entend, sont quasi infinies. Fait que le but, c'est d'essayer de les orienter le mieux possible vers vos besoins, vers ce que vous voulez que ça fasse pour vous soutenir dans votre travail. Euh, Selon moi, l'intelligence artificielle en éducation devrait permettre aux membres du personnel d'éviter la surcharge cognitive. Parce qu'il y a de la surcharge cognitive, là, je l'ai vécu pendant les 10 années que j'ai été dans le milieu scolaire, mais on en vit quotidiennement. On a un gros bol de popcorn comme cerveau, puis ça pète de partout constamment, hein, parce qu'on est tout le temps en train de faire des micro-tâches qui nous demandent énormément d'énergie. Et en plus, on travaille avec des êtres humains en développement. Donc, hein, ça demande beaucoup d'énergie. Le travail de la technologie devrait vous accompagner dans des tâches et vous soutenir dans des tâches répétitives, des tâches d'analyse qui sont parfois lourdes, puis qui vous enlèvent du temps pour faire l'essentiel de votre travail, finalement, qui est, selon moi, de construire des relations bienveillantes avec vos apprenants. Donc, le but d'utiliser l'intelligence artificielle, d'utiliser des outils technologiques, c'est de réduire le bruit autour de votre travail pour vous permettre de revenir à cet essentiel-là, dans le fond, d'être avec vos élèves, avec vos étudiants. Je peux parler d'apprenants aussi. L'intelligence artificielle devrait vous accompagner dans vos prises de décision, mais sans jamais remplacer votre jugement professionnel. Donc, on parle, hein, Simon l'a dit tantôt, on va le répéter souvent, mais on parle constamment d'aide à la décision. L'intelligence artificielle peut vous accompagner aussi dans vos choix pédagogiques. Donc, ça peut vraiment aller de la prédiction jusqu'à dans votre classe. Bien entendu, en utilisant la technologie, vous allez apprendre à mieux connaître les profils de vos apprenants dans vos classes ou dans vos milieux scolaires. La technologie va pouvoir à ce moment-là devenir votre bras droit pour pouvoir vous donner du temps pour transmettre des connaissances, développer des compétences, mais aussi, bien entendu, construire des relations. Je vais revenir régulièrement là-dessus, mais on ne pourra jamais remplacer l'être humain dans la classe, l'être humain dans l'école. Pour quelle raison? Bien, parce que c'est là où on construit la relation, c'est là où l'individu qui est devant nous, qui veut apprendre, bien, va quand même avoir confiance en nous. Puis nous, on peut quand même on peut le soutenir davantage en ayant plus de temps pour construire cette relation-là avec lui. Dans le milieu scolaire, l'élève est au centre des préoccupations quotidiennes de tous les membres du personnel. Les technologies qui sont conçues pour le milieu scolaire devraient avoir ces préoccupations-là à cœur. Le but, c'est que dans le développement de solutions technologiques pour le milieu scolaire, bien, le jeune doit être à la réflexion ou l'apprenant doit être au cœur de la réflexion de l'équipe de développement. Autant le personnel scolaire que les élèves que les parents doivent quand même comprendre comment et pourquoi les technologies peuvent les soutenir. C'est important de les tenir informés. C'est important d'apaiser les craintes de tout le monde pour favoriser une utilisation des technologies qui est saine. L'intelligence artificielle permet à tous là, de mieux comprendre comment le cerveau de nos apprenants fonctionne, comment on peut les soutenir, comment éviter des situations à risque. C'est sûr que c'est difficile pour un être humain d'analyser un aussi grand nombre de données que celles auxquelles on a accès en éducation. Donc, le but d'utiliser l'intelligence artificielle va vous permettre d'alléger cette tâche-là d'analyse. Mais l'intelligence artificielle peut aussi cibler les baisses de motivation chez vos jeunes, réduire les risques de décrochage, vous démontrer qu'il y a des comportements récurrents chez un jeune, qu'est-ce qui fonctionne pas avec un élève, avec un apprenant.
comprendre comment il apprend aussi, parce que des fois, on a beaucoup de jeunes dans nos classes, hein, puis ça peut être difficile des fois de savoir exactement comment chacun apprend. Donc, il y a vraiment différents outils qui sont offerts à vous, qui sont propulsés par l'intelligence artificielle, qui peuvent être utilisés. On Super. arrive au Donc, bout des applications concrètes en éducation, oui. Donc, on va parler ensemble d'applications qui existent actuellement dans vos milieux scolaires, que ce soit au primaire, secondaire, à l'enseignement supérieur, qui sont destinées aux élèves, aux étudiants, aux enseignants, mais aussi aux intervenants et aux directions. Donc, on a essayé vraiment d'aller large là, pour pouvoir répondre aux besoins de presque tout le monde qui était présent aujourd'hui. exactement. Puis aussi les applications concrètes en éducation, je vais expliquer une partie plus théorique de comment ça fonctionne, et puis Caroline va mettre l'accent sur comment que ça s'applique vraiment, puis comment que les intervenants peuvent l'utiliser. Donc, on va parler des modèles prédictifs. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment plus en détail, comment on utilise ça concrètement en éducation, par exemple. Donc, ça fonctionne comment? On l'a décrit précédemment, on a besoin de données. Donc, on va avoir besoin d'une base de données, par exemple des données historiques sur des étudiants. Puis, comme on a dit tantôt, garbage in, garbage out. Donc, comment qu'on fait pour éviter ce problème-là? Bien, ça nous prend une phase qui s'appelle le nettoyage des données. Donc, c'est là qu'on va étudier les aspects intrinsèques aux données. Pour vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on voudrait essayer de détecter, supposons qu'on a un étudiant qui étudie au cégep de Chicoutimi. Puis, on recense des informations telles que, je parle vraiment purement comment dire, hypothétique. Là. C'est pas un cas de figure qui existe réellement, là, mais supposons qu'il étudie au cégep de Chicoutimi, puis que cet étudiant-là, son lieu de résidence, c'est dit comme étant Chicoutimi, puis qu'on a une variable qui est la distance de son lieu de résidence au cégep. Mais supposons qu'il réside à Chicoutimi, puis que la distance de sa résidence au cégep, c'est 250 km. Eh bien là, il y a une incohérence dans les données. Puis si on donne ça à l'algorithme, bien là, lui, il va amplifier ces incohérences-là, puis c'est là qu'on va avoir des biais de prédiction. Donc, c'est ça qu'on va essayer de nettoyer quand on fait la phase du nettoyage des données. C'est tous ces genres d'incohérences-là qui peuvent venir bruiter notre algorithme, puis amenuiser ses performances. Donc, une fois que cette phase-là est terminée, on va passer à l'implémentation des algorithmes d'apprentissage. Donc, on va avoir effectué on va faire l'entraînement des modèles en utilisant divers algorithmes. Pour ceux que ça intéresse, on pourrait utiliser par exemple les forêts aléatoires, les réseaux de neurones, le gradient boosting. Tout ça, on l'effectue souvent dans le langage de programmation Python. On peut même utiliser R. Donc, c'est les deux principaux langages. Puis, une fois que notre algorithme a été entraîné, on va vouloir valider ses performances pour être en mesure de bien le monitorer. Puis, on va prendre l'algorithme et on va le mettre en production. Puis, j'aimerais mettre l'accent sur une dernière chose. C'est un processus qui nécessite un soutien constant de l'humain. C'est-à-dire, on ne fait pas un algorithme, puis on le prend, puis c'est terminé. Non, il faut vraiment toujours retourner voir si notre algorithme s'adapte bien aux données qui lui sont fournies pour effectuer ses prédictions, si possible, effectuer des modifications qui lui permettent de mieux s'adapter. Donc, c'est vraiment un soutien qui est constant. Merci, Simon. Mais effectivement, puis ça va être un travail aussi qui va être continuel hein, par rapport à comment ça fonctionne. Même pendant l'utilisation, une fois que c'est mis en production, ce n'est pas terminé. Le travail de l'équipe de développement n'est pas fini. Il va falloir qu'il retourne à la validation des performances, à l'amélioration des algorithmes en continu, parce que les données évoluent, parce qu'il y a de plus en plus de données qui vont arriver, donc les situations vont changer. Donc, on s'assure constamment, là, comme équipe de développement, de la validation des performances de nos algorithmes. Concrètement, à quoi ça sert un modèle prédictif? Bien, ça vous permet, comme membre du personnel, d'intervenir en prévention.
Le but, c'est d'essayer d'éviter qu'une situation à risque arrive ou bien qu'elle dégénère. Donc, le but, c'est d'éviter un échec, d'éviter un abandon, par exemple. Ça vous permet, comme membre du personnel, d'avoir un portrait prédictif de votre population étudiante. Donc, comme direction, par exemple, ça peut vous aider à préparer les membres du personnel de votre milieu scolaire à la session qui s'en vient. Donc, le but, c'est de dire, bon, on va avoir, à la prochaine session, à la prochaine étape, on va avoir un grand niveau de risque là, parmi la population, par exemple, là, des garçons qui arrivent à la session d'hiver. Comment est-ce qu'on peut les soutenir à ce moment-là? Donc, ça va être de pouvoir commencer à mettre en place des stratégies, des interventions pour pouvoir soutenir les jeunes dans vos milieux scolaires, les adultes aussi, bien entendu, pour pouvoir éviter finalement qu'il y ait des échecs, pour pouvoir éviter qu'il y ait des abandons. Un exemple de modèle prédictif en pratique, on a pris ISA parce que, bien entendu, c'est une solution qu'on connaît vraiment bien comme on l'a développée. ISA, c'est une plateforme web qui est destinée aux membres du personnel de l'enseignement supérieur, principalement les collèges du Québec, qui analyse les dossiers scolaires des étudiants et qui détermine si un étudiant est à risque d'échec ou non, ou s'il est à risque d'abandon ou non. Le but, c'est de pouvoir lever des drapeaux aux intervenants qui utilisent ISA pour pouvoir leur montrer les étudiants qui risquent d'échouer au cours de la session prochaine et les étudiants qui risquent d'abandonner au cours de la session prochaine pour que les intervenants puissent commencer à mettre en place des interventions auprès de ces jeunes-là, puis essayer de faire mentir finalement ISA et de permettre aux jeunes de réussir et de ne pas abandonner. Donc, c'est vraiment la finalité qu'on veut avoir, c'est d'éviter finalement l'abandon scolaire, d'éviter les échecs qui peuvent avoir un impact qui est quand même majeur là, sur le parcours scolaire d'un étudiant. Je vois qu'il y a des commentaires, donc je vais juste aller voir la cybersécurité dans un contexte de rapport généré par l'intelligence artificielle basé sur des données confidentielles. On entend parfois parler des attaques sur les serveurs du ministère de l'Éducation. Vous avez raison qu'actuellement, il y a eu plusieurs attaques là, de pirates informatiques, même directement dans les collèges. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir vraiment respecté la sécurité, habituellement, on va faire l'analyse soit directement de manière anonymisée chez dans les organisations. Sinon, on va utiliser des serveurs ultra sécurisés pour pouvoir le faire. On essaie de se protéger au mieux de cyberattaques, bien entendu, comme je vous disais, mais même le ministère de l'Éducation ont des failles. Donc, on respecte toutes les lois, on veut le faire le plus possible. Mais chez nous, en tout cas, pour notre entreprise, chez nous, quand les données arrivent chez nous, il n'y a aucune donnée nominale. Donc, il est impossible de savoir qui est quoi. Donc, si on se faisait attaquer dans un univers où il y a une faille de sécurité, par exemple, il serait impossible de connaître les individus. Tandis qu'au ministère de l'Éducation, la difficulté qu'il rencontre, c'est que c'est des données nominalisées. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut faire attention à l'obsolescence d'un cours qui influence la note d'un jeune. Effectivement, c'est de là où il faut faire attention aux préjugés qu'on peut avoir, de là où les entreprises en intelligence artificielle s'accrochent, se font accompagner par des centres de recherche nationaux comme le CNRC, le Centre national de recherche du Canada, mais aussi par des spécialistes. Là. Chez nous, on est accompagné, oui, par le CNRC, mais aussi par le CREPA, ECA, qui sont des organisations spécialisées en persévérance scolaire. Donc, on essaie vraiment de nous ajuster au fil du temps pour pouvoir éviter justement l'obsolescence d'un cours, par exemple, qui influence une note chez un jeune. Simon, il y a peut-être une question peut-être pour toi. Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle sur le terrain? Quelles sont les limites majeures de l'IA sur le terrain? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas une réponse absolue, mais je vous dirais une des principales limites, c'est de s'adapter aux changements qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire que la COVID, c'est un changement qu'on ne pouvait pas prévoir, puis ça a affecté la manière qu'on traite les données parce qu'on n'avait jamais entraîné nos modèles en fonction de la COVID. Donc, il a fallu s'adapter pour la COVID. C'est-à-dire qu'il y a eu des notes qui étaient, par exemple, rendues avec mention réussie ou non réussie. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est modifier nos algorithmes pour être en mesure de bien traiter ça, pour avoir des prédictions qui sont plausibles. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je vous dirais, c'est vraiment l'agilité à manœuvrer les algorithmes. C'est très complexe, donc il faut bien comprendre ce qu'on fait.
Donc, c'est un peu les limites, je vous dirais. Il faut s'adapter continuellement. Merci, Simon. Il y a Séverine Parent aussi qui dit qu'elle veut savoir, dans le fond, par rapport à ISA, est-ce que c'est accessible à plusieurs acteurs et actrices pédagogiques comme l'administration, les professionnels, les enseignants et les étudiants? Dans le fond, ISA a été développé pour répondre aux besoins des directions et des professionnels. Quand j'entends professionnels dans les milieux collégiaux, c'est par exemple les services adaptés, les services aux étudiants, travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs, conseillers en orientation. ISA n'est pas destiné actuellement aux enseignants ni aux étudiants, dû à son aspect prédictif. On veut éviter finalement de créer ce qui s'appelle l'effet Pygmalion. En fait, d'installer l'idée qu'un étudiant est à risque d'échec, donc il va échouer. Donc, on veut vraiment le faire avec les professionnels qui, eux, travaillent en amont habituellement déjà. Donc, ils savent déjà, ils ont déjà ils travaillent déjà habituellement dans la prédiction, dans leur expertise. Donc, c'est pour ça que présentement, c'est vraiment destiné aux directions et aux professionnels pour qu'ils puissent planifier leurs interventions. Il y Exactement, aurait deux, Monsieur Yves, c'est l'effet Pygmalion dont on parlait. Vas-y, Simon, excuse-moi. Il y aurait deux questions que j'aimerais toucher. Monsieur Lepeintre, avoir des débats éthiques. Oui, je crois que c'est quelque chose qui est assez important. Peut-être j'avais mal saisi le sens de la question précédente, mais les limites sur le terrain. Oui, je pense qu'il faut se questionner, puis je pense qu'il faut aussi se décloisonner. Ce n'est pas juste nous, par exemple, les statisticiens, qu'il faut qu'ils se posent des questions. Je pense que ça touche toute la population là, parce que ça l'affecte tout le monde, l'intelligence artificielle. Je crois que oui, c'est important d'avoir des débats éthiques. Monsieur Bruno, dans cette approche, quel est l'avantage de l'IA relativement aux modélisations statistiques plus classiques, comme la régression logistique pour prédire l'abandon ou d'autres formes de régression pour prédire la note? C'est une excellente question. La régression, on pourrait dire que la régression logistique, c'est de l'intelligence artificielle. La régression linéaire également. Ça rentre dans le concept de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on veut prédire à partir de données historiques. Puis la régression logistique, c'est quelque chose qu'on a essayé. C'est juste que les performances de la régression logistique en fonction des données qu'on utilise, c'est un peu moins bon que des algorithmes d'apprentissage machine. Pour rentrer un peu dans les technicalités, pourquoi on va caractériser un algorithme comme étant un algorithme d'apprentissage statistique versus un algorithme d'apprentissage machine? Il n'y a pas de définition formelle, mais à mon sens, c'est que les algorithmes d'apprentissage machine nécessitent l'optimisation d'hyperparamètres versus les algorithmes d'apprentissage statistique, c'est des algorithmes qui s'appliquent tout seuls. Fini de la parenthèse. Ceux qui ne voulaient pas entendre ça, j'ai juste dit la parenthèse pour qui ça aurait pu intéresser. Merci, Simon. J'aime les commentaires aussi sur le fait qu'un modèle prédictif comme ça soutient les professionnels dans leur surcharge cognitive, effectivement, parce que ça leur fournit une analyse quand même complète là, d'un dossier d'étudiants. Puis ensuite, eux, ils peuvent aller cibler les dossiers d'étudiants qui sont les plus à risque et voir et porter leur jugement professionnel sur ce dossier-là. Donc, aller pousser un peu plus loin leur analyse finalement par la suite. Mais effectivement, ils sont déjà fortement sollicités dans les milieux scolaires actuellement. Puis le but, c'est vraiment d'essayer de les soutenir dans leur travail, d'aider leur jugement, de les accompagner là-dedans. Il y a une dernière question, peut-être, Simon, pour toi par rapport au modèle prédictif. M. Chevrier qui demande, sans révéler notre algorithme, bien entendu, quelles sont les variables qui influencent le score dans ISA? Qu'est-ce qui influence le fait qu'un étudiant, par exemple, est coté à risque d'échec ou à risque d'abandon? Est-ce que tu peux nous nommer quelques variables qui sont tenues en compte? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de variables qui sont tenues en compte, mais donc quelques-unes pour nous donner un exemple. Oui. Donc, une des principales variables qui vont influencer, ça va être le nombre d'échecs au secondaire. C'est quelque chose qui influence directement l'algorithme. Sinon, si on avance dans le parcours de l'étudiant, c'est-à-dire qu'on est rendu à plus d'une session, les échecs précédents vont grandement influencer également. Donc, c'est assez intuitif aussi. Il n'y a pas de grande surprise là, quand on fait une première vue de l'algorithme. Merci, Simon. Puis, un dernier commentaire que je prends par rapport à le danger de glisser de Mme Arnois, le danger de glisser vers l'utilisation unique des données numériques, à mon avis. Puis, vous avez raison, l'objectif des modèles prédictifs, c'est d'ajouter d'autres informations. À terme, là, chez nous, on a comme objectif, c'est pour ISA, là, je suis très dans le collégial, mais au collégial, il y a
il y a un questionnaire qui s'appelle le SPEC qui permet justement de connaître un peu plus d'informations sur les étudiants. L'objectif, c'est qu'à terme, un jour, on puisse utiliser aussi des informations qualitatives pour pouvoir donner encore plus d'informations à l'algorithme, donc d'affiner finalement, d'affiner l'algorithme. Donc, on est conscient qu'on ne doit pas uniquement utiliser des données numériques. Là. On veut vraiment aller plus loin un petit peu que ça. Il y a une question, est-ce qu'on arrive à identifier pourquoi l'algorithme donne un résultat X ou Y, lesquels ont de l'importance dans le résultat obtenu pour mieux orienter mes interventions? Eh bien, c'est une question qui est sur toutes les lèvres, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient influencer la prédiction qu'on voit en tant qu'intervenant. Faut préciser que c'est un domaine qui est assez récent. Là, on essaye de transitionner des boîtes noires à des boîtes dans lesquelles on peut expliquer. Donc, c'est une science qui est en émergence, puis ça s'en vient d'être en mesure de vraiment expliquer qu'est-ce qui vient influencer la prédiction. Oui, ça va être possible dans un avenir très rapproché là, de bien expliquer qu'est-ce qui impacte la prédiction. Merci, Simon. Quelqu'un demande une clarification sur Python, R et AIML. Je pense que, Simon, peut-être que dans le chat, tu pourras tantôt écrire une petite clarification, parce que c'est peut-être plutôt technique, mais c'est M. André Loisel, donc ça va nous faire plaisir, M. Loisel, de vous faire une petite différence entre les trois, mais on va le faire dans le chat. Je vais le faire vite ici. Ça va prendre 30 secondes. AIML, je ne connais pas nécessairement, mais Python va être vraiment mieux adapté pour mettre en production les algorithmes d'intelligence artificielle. Puis R va être vraiment mieux adapté pour effectuer une analyse statistique préliminaire des données. J'adore le commentaire de Mme Couture. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle peut simplement venir s'insérer dans l'équation des actions qu'on fait pour nous aider avec nos jeunes, pour aider nos jeunes. Effectivement, c'est vraiment l'objectif, c'est que ça s'insère dans votre pratique, puis que ça vous permette d'aller plus loin finalement, puis d'avoir plus de temps. Donc, ce n'est pas de changer vos méthodes, c'est vraiment de s'insérer dans ce que vous faites actuellement pour pouvoir vous redonner du temps finalement pour pouvoir faire des interventions plus rapidement auprès des jeunes. Donc, oui, effectivement, c'est un super beau commentaire. Merci. On va continuer avec nos exemples parce qu'on veut avoir le temps de passer au travers de tous nos exemples. Donc, je te laisse la parole, Simon. Oui, super. Donc, la plateforme d'apprentissage adaptative, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue plus théorique, ça va être qu'on va vouloir estimer la connaissance d'un étudiant à propos d'un sujet de l'étudiant. OK, estimer la connaissance à propos d'un sujet de l'étudiant à partir de données observables. OK, supposons qu'on veut évaluer les compétences de l'étudiant en mathématiques, puis on va lui proposer un examen qui va permettre d'évaluer son niveau initial. Donc, supposons, on va lui présenter une première question. Puis, comment que ça va fonctionner? C'est que l'outil va valider la réponse de l'étudiant. Ensuite, il va faire une estimation des compétences. Puis, supposons que, on veut vérifier si l'étudiant de, on va dire, quatrième année est bon en arithmétique. Eh bien, on va lui proposer des questions d'arithmétique. L'algorithme va valider, OK, il est capable, il est bon dans cette notion-là. Mais on va lui proposer aussi un problème écrit. Et puis là, l'algorithme va voir, OK, non, il y a plus de difficultés. Donc, il va être en mesure de dire s'il satisfait les critères ou non, puis d'évaluer vraiment cibler son niveau de compétence. Puis, on répète ça pour tous les étudiants de la classe ou tous les étudiants de l'école ou plus gros encore. Puis, pour rentrer un petit peu plus dans les détails scientifiques, c'est quelque chose qui est étudié, ça fait assez longtemps. Là. En 2002, il y a un article qui a paru, Bayesian Diagnostic Algorithm for Student Modeling and its Evaluation. Puis, il décrit essentiellement comment ils ont mis en application un outil d'apprentissage adaptatif pour des étudiants. Merci, Simon. Monsieur Loisel, j'ai pris votre question en note par rapport à que vous aviez une question sur la reconnaissance visuelle. Si on a du temps à la fin, on va y revenir premier. Oui. En pratique, concrètement, j'ai utilisé au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'outils d'apprentissage adaptatif, mais on en a trouvé un. Concrètement, on va juste faire un petit rappel. Ça favorise la différenciation pédagogique. Ça permet
d'adapter le cheminement scolaire à chaque apprenant. Ça permet à chaque apprenant d'atteindre leur plein potentiel de manière plus ciblée. Puis, ça travaille les faiblesses des apprenants et valorise leurs forces. Un exemple, dans le processus pour devenir actuaire, il faut effectuer plusieurs examens professionnels pour atteindre le rang d'associé actuaire. Quand j'ai fait un examen, c'était 7 examens qu'il fallait réussir. Moi, j'avais fait l'examen de probabilité. Puis, pour me pratiquer, ce que j'avais utilisé, c'était Coaching Actuaries. Puis, c'était vraiment un bel outil qui permettait d'effectuer des exercices pour se préparer à l'examen, des exercices de probabilité. Puis, l'outil te proposait des problèmes écrits qui étaient adaptés à tes difficultés. Fait que si tu étais bon pour faire, par exemple, tel problème de probabilité, mais il ne te le présentait pas parce qu'il savait que tu étais bon. Des fois, il t'en proposait un juste pour valider le niveau. Puis, ça permettait d'arriver à l'examen réel puis d'être prêt. C'est un exemple que j'ai trouvé là, qui permet de vraiment bien schématiser qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup d'exemples au Québec là, de plateformes d'apprentissage adaptative actuellement. Je vois la question de Cathy par rapport à l'outil leçon dans Moodle, mais je ne pourrais pas m'avancer si c'est de l'apprentissage adaptatif ou non. J'ai de la difficulté à pouvoir le dire, mais par rapport on a une question par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle sur le jugement professionnel de l'enseignant dans le processus de l'évaluation. Dans le processus de l'évaluation, on sait qu'il y a plusieurs plateformes actuellement. Tu sais, je prends l'exemple de MonLab, là, de RP, qui offre la correction automatisée. Mais la correction automatisée, souvent, pour des questions à réponse, des questions à choix de réponse. C'est rarement pour des questions à texte complexe. Donc, je pense que ça peut aider l'enseignant à peut-être éviter de la correction qui est très lourde, mais de là, ça ne remplacera pas le jugement professionnel là, pour les enseignants. Là. J'ai vraiment des gros doutes là-dessus. Un outil en français, Projet Voltaire, qui est adaptatif pour la grammaire, effectivement, ça permet de savoir, dans le fond, les difficultés rencontrées par les élèves, de savoir qu'est-ce qu'il faut travailler avec chacun. Tu sais, c'est un peu le but, moi, comme prof de français, je prends ça un peu comme le but de la dictée diagnostique. Sauf que la dictée diagnostique, pour un prof de français, permet de connaître les difficultés de son groupe. Tandis qu'un outil comme Projet Voltaire permet de connaître les difficultés de chacun des élèves, de travailler de manière individuelle les faiblesses, les difficultés de chacun pour pouvoir atteindre les mêmes connaissances, les mêmes compétences. Donc, c'est vraiment l'objectif. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser des outils comme ça. Là. C'est vraiment très intéressant. Super. Donc, maintenant, les robots conversationnels. Ça fonctionne comment? Un robot conversationnel, ça va nécessiter des outils du traitement du langage naturel. On va vouloir traiter automatiquement le langage naturel, c'est-à-dire les mots qu'on va écrire. Une application pour traiter ça, ça va être la modélisation via des réseaux de neurones. Donc, ça va être des modèles qui ont déjà été entraînés sur sur l'analyse de milliers de textes. Puis, ils vont permettre d'analyser, par exemple, un texte qu'on va lui proposer et puis d'effectuer une vectorisation de mots. Je ne rentrerai pas plus dans les détails des robots conversationnels, étant donné que ce n'est pas mon champ d'expertise, mais je voulais quand même vous montrer un peu ça ressemblait à quoi. Puis, Caroline va vous parler de notre robot conversationnel. Oui, concrètement, les robots conversationnels, qu'est-ce que ça fait? C'est, encore une fois, peux-tu changer la diapositive, s'il te plaît? Merci. Oui. Concrètement, ça ne remplace pas personne, bien entendu, dans les milieux scolaires. L'objectif, ce n'est pas ça. Cependant, un robot conversationnel disponible dans une application mobile ou bien dans une plateforme web sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est plus difficile, hein, on s'entend, dans la réalité quotidienne là, des milieux scolaires. Ça facilite aussi un certain contact avec la nouvelle génération parce que les élèves, les étudiants qui sont dans les milieux scolaires actuellement, ils ont eu des contacts avec des robots conversationnels depuis longtemps, ce qui est un peu pas le cas de notre génération à nous, les plus vieux. Je ne connais pas tout le monde ici, mais j'imagine que vous êtes plus vieux que des jeunes dans les écoles primaires, secondaires, collégiales et universitaires un petit peu. Donc, on est moins habitués à ce genre de contact-là, mais la nouvelle génération, eux, le vivent régulièrement, ce contact-là.
Puis ça peut favoriser la mise en place de stratégies positives, la pratique d'exercices en temps réel, mais aussi le développement, par exemple, de la métacognition, des choses qui sont que nous, les membres du personnel, on aime faire avec les élèves, les étudiants, mais qu'on ne peut pas faire une fois qu'ils sont partis à la maison, une fois qu'on n'a plus accès à eux. J'ai comme exemple Ali, une application mobile qui a un robot conversationnel dedans qui est utilisé actuellement au collégial au Québec. L'objectif de Ali, c'est d'offrir un certain soutien aux étudiants dans leur transition post-secondaire. Donc, la transition entre le secondaire 5 et le collégial, où ils vont vivre différentes choses. C'est, dans le fond, l'objectif, c'est de faciliter le lien entre les étudiants et les intervenants de leur collège. Donc, vous voyez, l'objectif, ce n'est pas de remplacer les intervenants du collège, c'est de faciliter le lien. Donc, Ali est une application mobile, un robot conversationnel qui va expliquer à l'étudiant comment faire le lien avec un intervenant, qui va lui offrir de prendre rendez-vous à partir de l'application mobile et qui va favoriser, dans le fond, l'empowerment, la prise de contrôle sur la situation que l'étudiant vit actuellement, de pouvoir mettre des mots sur les difficultés qu'il rencontre. Donc, déjà, quand il va arriver dans le bureau d'un intervenant, par exemple, bien, le processus va déjà être entamé, il va déjà être prêt à recevoir du soutien. Et bien entendu, ça comprend le langage naturel, l'application mobile. L'étudiant peut clavarder avec le robot et le robot comprend qu'est-ce que l'étudiant lui dit. Cependant, ce sont des segments d'aide qui sont dirigés, donc qui ont été composés par des équipes d'intervention, psychologues, travailleurs sociaux. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui décide de qu'est-ce qui est dit dans la conversation, mais l'intelligence artificielle favorise le choix des segments d'aide. Je vois dans Ali, est-ce que la boîte outils personnalisée permet d'intégrer des ressources externes? Advenant, oui, exactement. Dans l'application mobile de Ali, il y a un bouton qui s'appelle le bouton SOS, que dès l'introduction dans Ali, Ali invite l'étudiant à cliquer dessus pour pas que l'étudiant pense que ça va appeler la police. Donc, le bouton SOS que vous voyez là est rempli de ressources externes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, comme l'étudiant peut chatter, bien, si l'étudiant, par exemple, dit des mots qui soulèvent l'idée qu'il est peut-être en détresse, bien, Ali va lui demander s'il vit de la détresse, puis il va le mettre en lien directement avec le clavardage, par exemple, du Centre de prévention du suicide. Donc, l'objectif, c'est justement d'offrir du soutien au moment où l'étudiant ne peut pas nécessairement en avoir et de le diriger vers les bonnes ressources. Est-ce que Ali pourrait soutenir les élèves avec des difficultés d'adaptation? Présentement, non. C'est plus pour soutenir la majorité de la population étudiante actuellement dans leur transition. Mais effectivement, ça pourrait être une avenue qui pourrait être explorée là, dans le robot conversationnel. On peut continuer par rapport aux analyses, aux outils d'analyse statistique en temps réel. Merci d'ailleurs de vos interventions, c'est vraiment apprécié. Là. Vraiment. Donc, là, on sort un peu de la sphère intelligence artificielle à proprement parler, même si ça pourrait être débattable si ça en est ou non, dans le sens que les outils d'analyse statistique en temps réel n'effectueront pas de prédiction. Ils vont analyser les dossiers en temps réel et refléter la situation actuelle des données. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien, ça va être des statistiques avancées sur les données à notre disposition. On va souvent utiliser des outils d'affichage graphique. Puis, on peut effectuer également des analyses statistiques approfondies. Donc, ça va être ponctuel dans le temps. Donc, on pourrait décider d'effectuer une analyse statistique sur la dernière année dans une école, voir quelles sont les caractéristiques de notre population étudiante, essayer de comprendre, OK, est-ce qu'il y a certaines sous-populations qui pourraient avoir, par exemple, des difficultés, quelles ressources on pourrait leur rapporter. Donc, c'est assez large comme domaine d'application en éducation. Concrètement, un outil d'analyse statistique en temps réel, à quoi ça sert? Tantôt, on parlait pour Isa, on a eu la question, est-ce que les enseignants vont pouvoir l'utiliser? Le but, c'est justement un outil en temps réel, c'est d'offrir un portrait de la situation actuelle aux intervenants scolaires et aux enseignants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans ma classe? Pour pouvoir, encore une fois, éviter qu'une situation dégénère. Donc, ça me permet de voir rapidement, OK, là, j'ai des situations à risque dans ma classe aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça dégénère? Ça permet de réaliser, encore une fois, des interventions ponctuelles afin d'éviter qu'une situation devienne à risque. Ça sauve du temps d'analyse quand on pense que pour analyser un dossier d'étudiant, ça peut prendre en moyenne une quinzaine de minutes. Si je suis titulaire et que je dois analyser toutes les matières, par exemple, d'un étudiant,
ben c'est long. Et si je fais ça 2 fois par mois pendant 7 mois, ben, puis que je suis enseignant au secondaire, par exemple, mais ça se peut que j'enseigne à 125 élèves. Donc, c'est un travail de fond qui est très long. Ça favorise la communication aussi entre les intervenants, les enseignants, mais aussi avec les parents, parce qu'on s'appuie sur des données factuelles. Donc, ce n'est pas que du ressenti, c'est aussi des des informations que je peux retrouver facilement dans mon outil d'analyse statistique. Et ça me permet de cribler les difficultés des étudiants et de mes élèves. Un outil d'analyse statistique en temps réel qui existe actuellement dans Mosaïque Portail de la société Grix. On a la veille active pour les étudiants, pour les élèves du primaire et du secondaire. On a pris la version pour le secondaire qui fournit aux titulaires de groupe, mais aussi aux enseignants en matière, un portrait en temps réel d'une classe ou de l'école. Donc, c'est aussi destiné aux intervenants et aux directions. Ça favorise encore une fois la mise en place d'interventions rapides, mais ça favorise aussi une bonne coordination dans l'équipe pour favoriser la réussite des élèves. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Simon? Non, c'était très bien dit. Maintenant, pour se dégourdir un petit peu, une autre question. Avez-vous des craintes liées au sujet de l'IA? Donc, je vous invite là, à aller sur Slido et répondre à la question. Pendant que vous répondez à la question, on a M. Bruno qui nous demande, c'est moins clair sur quoi est fondé ce dernier outil. Dans le fond, l'outil de veille active utilise les données entrées par les enseignants. Donc, on utilise les résultats. À terme, on va utiliser aussi les absences et les comportements. Donc, actuellement, c'est vraiment basé sur les résultats. Donc, la veille active analyse le résultat, sa pondération et la compétence dans laquelle il a été entré et la pondération de la compétence. Super. Donc, avez-vous des craintes liées au sujet de l'IA? Le questionnaire était un peu biaisé dans le sens que, on n'avait pas toutes les options possibles pour répondre, mais n'en reste pas moins que oui, surtout d'un point de vue éthique, c'est souvent ce qui ressort lorsqu'on parle d'IA. On a beaucoup de personnes aussi, non, l'IA peut même créer de nouveaux emplois. Effectivement, l'IA va et créer plusieurs emplois dans le domaine de l'informatique, des statistiques et dans plein d'emplois connexes là, dans les domaines de spécialisation, comme par exemple nous en éducation, eh bien, il n'y a pas juste des statisticiens et des informaticiens qui travaillent. Là. Il y a plein de gens du domaine qui nous aident à concevoir les algorithmes. Et puis, pour le point de vue éthique, on va en parler, comme si je ne me trompe pas, c'est exactement là que ça s'en vient. Donc, l'éthique, on arrive là-dessus. Est-ce que Caroline, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'aurais Non? peut-être introduit l'éthique, par exemple. Oui. Savoir d'abord qu'on n'est pas des experts en éthique, en intelligence artificielle. Tu sais, c'est vraiment selon notre expérience qu'on a vécu dans notre accompagnement avec des experts de l'éthique, dans le fond, dans nos différents projets de recherche et développement. Donc, on s'est quand même développé une certaine connaissance, mais on ne veut pas se positionner comme des experts de l'éthique en intelligence artificielle. On a été accompagnés par des experts en éthique, bien entendu, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le CNRC, le Centre national de recherche du Canada. Ce qu'il faut savoir, un des éléments que je pense qui est important quand même de soulever, c'est que l'éthique en intelligence artificielle en éducation, c'est important d'en discuter. C'est un sujet d'actualité. Mais en tant qu'acteur scolaire, je pense qu'il faut nous préparer à ce qui s'en vient, nous y adapter aussi. Il faut s'informer, il faut aussi en parler avec les apprenants dans nos classes et dans nos milieux scolaires. Donc, je pense qu'on est dans un bon moment là, dans notre société actuellement pour commencer à en discuter avec les jeunes, avec les adultes qui sont dans nos classes aussi, pour pouvoir connaître leur avis, mais aussi leur montrer comment s'informer, comment pouvoir aller chercher l'information à ce sujet-là, parce qu'il faut quand même savoir que c'est eux qui vont travailler en intelligence artificielle dans notre avenir. Donc, quel genre d'avenir on veut aussi pour les outils en intelligence artificielle? Exactement. Donc, ça va nous amener à réfléchir de manière plus précise aux biais des modèles qui sont dans notre vie de tous les jours. À la reproductibilité des prédictions, ça fait appel à la question de tout à l'heure que j'ai répondu par rapport à
qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement soudain dans la vie là, qui fait en sorte que les données qu'on utilise pour faire des prédictions, eh bien, sont biaisées ou pas biaisées, mais qu'il y a du bruit qui est rajouté dans les données. Donc, c'est ça qu'on veut dire par reproductibilité des prédictions. L'explicabilité des prédictions, ça fait aussi partie de l'éthique. Et aussi la discrimination de sous-population. Dans la prochaine diapositive, j'ai un exemple de discrimination de la sous-population qui nous met plus en contexte sur qu'est-ce que ça pourrait engendrer un algorithme qui n'est pas éthique, entre guillemets. Juste avant, Simon, il y a M. Picard qui nous demande si est-ce que et comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider avec le problème de pénurie de main-d'œuvre en enseignement. C'est une excellente question, puis c'est une grosse réflexion à avoir à ce sujet-là, parce que mais il y a d'abord le rapport de l'Institut Brookfield qui avait placé les enseignants comme étant dans le top 5 des métiers qui risquaient le moins d'être remplacés par une intelligence artificielle. Donc déjà, pour les enseignants qui craignent d'être remplacés par un robot un jour, c'est une des professions qui est la moins à risque. Je ne pense pas qu'un jour, on va remplacer un enseignant par un robot ou par une intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on va régler le problème de main-d'œuvre? Peut-être pas. Mais je sais qu'il y a plusieurs plateformes qui commencent à offrir, par exemple, du tutorat avec des plateformes d'intelligence artificielle. Fait qu'il y a peut-être des bouts qui peuvent être soutenir les gens, mais je ne pense pas qu'un jour, on va arriver dans une classe et que le robot va faire l'entièreté du travail d'un être humain, en tout cas, pas dans les 5 à 10 prochaines années. Puis comme le problème est très actuel, le problème de main-d'œuvre, je pense que ça va être difficile. C'est une conversation qui est très difficile à avoir, je pense. C'est très philosophique, puis hypothétiquement, si un robot vient qu'à être en mesure d'enseigner, eh bien, il n'y a pas juste l'enseignement qui va être touché, là, probablement beaucoup de sphères de notre société. Là, donc, c'est une grosse question plus philosophique. L'éthique dans tout ça, en pratique, j'utilise un exemple qui est assez connu dans l'éthique des données. C'est le jeu de données, c'est l'étude Compass qui, pour vous mettre en contexte, c'était dans le milieu carcéral américain. Le ministère de la Justice voulait établir un algorithme qui était en mesure de reconnaître qui était à risque de récidive dans les 2 années suivant la libération d'un prisonnier. Donc, on utilise pour ce faire, ce qu'on utilise, c'est les données historiques sur les prisonniers. Puis on entraîne notre algorithme tel qu'on a vu précédemment. Puis il y a eu un gros problème avec cet algorithme-là, c'est que les prédictions qui ont été effectuées étaient fortement biaisées, c'est-à-dire que pour 100 Afro-Américains, il y en avait 45 qui étaient faussement prédits à haut risque de récidive, tandis que pour 100 Caucasiens, il y en avait 23 qui seront faussement prédits à haut risque de récidive. Qu'est-ce qu'un faux positif? C'est que le modèle va dire il va récidiver, puis au final, il ne récidive pas. Fait que là, le modèle, il disait pas la vérité. Il disait, en gros, ce qu'il disait, c'est les Afro-Américains, c'est eux autres qui récidivent plus, puis les Caucasiens, mais ils récidivent pratiquement pas. Donc là, la réflexion du pourquoi le modèle il fait ça, eh bien, c'est que le modèle amplifie les biais qui sont déjà présents dans la population carcérale américaine. C'est-à-dire que la population carcérale américaine est à grande majorité afro-américaine. Donc, l'algorithme, quand il est entraîné, mais lui, le moyen parce qu'un algorithme va discriminer, c'est-à-dire que c'est propre à tous les algorithmes de prédiction, c'est qu'il va discriminer les observations pour les prédire. Mais là, il discrimine fortement en faveur des Caucasiens, c'est-à-dire que si vous êtes Caucasien, ben, vous ne récidiverez pas. Mais il se trompe pratiquement tout le temps pour les Afro-Américains. Donc, la réflexion à en tirer, c'est que il faut vraiment réfléchir aux données qu'on utilise. Et puis, s'il y a des biais qui semblent être amplifiés par un algorithme, il y a des moyens de le mesurer, il y a des métriques qui existent pour mesurer ça, eh bien, il faut agir. Puis ça, c'est le rôle des équipes d'intelligence artificielle d'agir adéquatement dans ce genre de situation-là. D'où l'importance, je me répète,
d'avoir un soutien constant des humains dans l'établissement, lorsqu'on établit la mise en production d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est terminé pour les grands sujets de la... Il reste juste 5 minutes. Fait que pour les mythes et réalités, j'irais peut-être voir dans le Q&A si on avait des questions peut-être avant. Oui. Est-ce que c'est à plus ou moins long terme, l'IA pourrait devenir assez créative pour innover et sortir des billets de programmation? C'est une excellente question. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas prêt à dire ça. Je pense que pour l'instant, ça prend... Parce que, comment dire, les biais, ça dépend de ce que vous voulez dire par biais de programmation, mais si vous voulez dire, par exemple, les biais qui sont induits directement dans les modèles, c'est une science qui est en émergence. Ça commence à avoir des articles qui sont publiés, des personnes qui font des doctorats là-dedans. Donc, ça commence tranquillement. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que l'IA pourrait devenir assez créative pour innover toute seule. Peut-être dans le futur, mais pas pour les prochaines années. Merci, Simon. On avait aussi, est-ce que la mise à jour est effectuée en temps réel avec les nouvelles données reçues? Oui, effectivement. En tout cas, dans le cadre de nos outils, là, mais je ne veux pas parler pour tous les outils d'intelligence artificielle, mais dans le cadre de nos outils, oui, la mise à jour est effectuée en temps réel. Donc, dès l'entrée de nouvelles informations, on réévalue la situation, puis l'algorithme s'ajuste, là, donc l'analyse s'ajuste. Donc oui, dès qu'il y a des nouvelles entrées qui sont données, la modification se fait en temps réel. On parle de plus en plus de grilles critériées pour les évaluations et dans un monde idéal, on éliminerait les notes chiffrées. Comment l'intelligence artificielle s'adaptera à cela? Oh, ça, c'est une grande question, Simon. Donc, dans le fond, ce qu'on veut dire ici, c'est au lieu d'avoir, par exemple, 80 dans l'examen mathématique, on aurait davantage une note, une évaluation sur le travail fait par l'élève, par exemple. Eh bien, vite comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait avoir l'information sur comment on va effectuer la transition. Je pense pas que ça se ferait du jour au lendemain, une transition, on passe des notes à une grille critériée. Mais il faudrait vraiment se poser la question, puis établir un moyen de convertir nos données historiques pour être en mesure de bien traiter les nouvelles données qui entreraient. Ça serait certainement un beau problème. Puis il faudrait vraiment s'y pencher. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Simon, dans le Q&A? Est-ce que la mise à jour... oui, je peux descendre. Pour nourrir l'IA, il faut un paquet de données. Comment est-ce possible d'utiliser sans tomber dans une collecte abusive et constante de données chiffrées? Eh bien, tout dépendant du domaine qu'on va être. Nous, on utilise des données qui sont institutionnelles, si je peux dire, Caro, dans le sens, c'est pas des données qu'on trouve sur le web, donc c'est des données qui sont dans un cadre assez restreint. Mais c'est une question qui se pose là. Est-ce que les données qu'on utilise on abuse dans le sens, est-ce qu'on utilise des sources de données qui ne sont pas fiables? Eh bien, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Donc oui, il y a une possibilité de tomber dans une collecte abusive. Puis comment éviter de le faire? Eh bien, c'est se poser les bonnes questions. Quand est-ce arrêter de collecter des données? Peux-tu descendre encore comme ça? Peut-être on va prendre une dernière question rapidement. Celle-là, on l'a déjà répondu, la mise à jour sur les données. Si on nourrit uniquement une intelligence artificielle avec des données probantes issues de recherche, est-ce que cette intelligence artificielle pourrait brosser les skills d'un super prof? Eh bien, ben, pour faire peut-être un petit aperçu, l'intelligence artificielle aujourd'hui, jusqu'à ce jour, même ce qui se passe chez Facebook, Google, etc., est capable d'effectuer une seule tâche qu'un humain peut effectuer. Dans le sens, sur Google, l'intelligence artificielle va effectuer une recherche. Elle ne commencera pas à faire plusieurs tâches multidisciplinaires. Donc, jusqu'à maintenant, si on voulait avoir un super prof, il faudrait être en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle comme étant un peu un robot multidisciplinaire. Donc, peut-être que si, hypothétiquement, on est en mesure d'avoir toutes les données probantes sur le web, puis entraîner un algorithme, peut-être, mais on n'est vraiment pas rendu là. Mais hypothétiquement, peut-être que ça pourrait être possible.
Rapidement, dernière question juste avant, parce que je ne veux pas passer à côté de elle avant d'aller à notre conclusion, mais est-ce que la veille active peut servir aussi à évaluer l'intervenant? Aucun des outils qu'on a présentés aujourd'hui peut être utilisé pour évaluer le travail d'un enseignant, d'un intervenant, d'une direction. C'est vraiment centré autour de l'apprenant. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer l'apprenant, pas d'évaluer le travail d'un membre du personnel. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de façon de réussir à évaluer dans ces outils-là. Aucun des outils qu'on a choisis aujourd'hui évalue le travail des membres du personnel de l'éducation. On a confiance en votre professionnalisme. Donc, on a vraiment utilisé des outils qui avaient mis les apprenants au centre de leur développement. Il Donc, nous reste peut-être 30 secondes. André Loisel, il voulait poser cette question, si je ne me trompe pas, sur la reconnaissance d'image. Je ne sais pas si c'est avec le micro ou un texte. Est-ce que vous m'entendez? oui. Oui, oui. OK. Je vais y aller rapidement. Regardez, j'ai fait des petits tests avec TensorFlow. Je travaille beaucoup en conception pédagogique, donc évidemment web. TensorFlow accepte JavaScript. Ça fait qu'évidemment, c'était plus naturel pour moi. J'avais fait des tests, en fait, reconnaître des images de banque. Puis bon, disons qu'à 40% et moins, ça réussissait à dire qu'est-ce que c'était. Sur ce fait, en fait, j'ai Michel Lucard qui justement discutait des chats et des chiens là, par rapport à qu'est-ce qu'on utilisait pour évidemment déterminer lequel est lequel. Ma question, en fait, c'est que les Japonais ont essayé la reconnaissance faciale en classe pour détecter les émotions des étudiants. Ça, je trouvais ça super intéressant. Quand je l'ai testé avec mon propre code, peut-être que je ne fasse de babounage, mais ça disait que j'étais triste la majorité du temps. Qu'est-ce qui explique que la reconnaissance visuelle n'est pas encore à point? Qu'est-ce que ça va prendre? Parce qu'à mon avis, c'est un champ super intéressant. Juste en immobilier, en passant, il y en a qui utilisent des drones et qui peuvent détecter des dimensions de terrain avec l'IA. Mais du côté humain, des fois, c'est très complexe. Qu'est-ce que ça va prendre pour que la reconnaissance visuelle soit encore plus efficace qu'elle l'est maintenant? Eh bien, présentement, je présume que l'algorithme que vous avez utilisé, c'est un réseau de neurones avec TensorFlow. Puis les données que vous avez les données sur lesquelles vous avez entraîné votre modèle, est-ce que c'était par exemple une banque d'images de 1000 images ou c'était-tu la même banque d'images que les Japonais ou comment que c'était effectué? J'avais plusieurs images. Là. Il y avait à peu près, je te dirais, peut-être une centaine d'images de position faciale. Puis c'était là-dessus. OK. C'est peut-être que la banque aurait dû être plus grande, c'est ça? Eh bien, la raison principale pour l'instant, ce que je m'avancerais, c'est vraiment le nombre d'images qui n'était pas assez grand. C'est justement les réseaux de neurones nécessitent énormément de données en intrant pour être en mesure d'avoir des bonnes performances. Je tiens à préciser que c'est pas ma spécialité, les réseaux de neurones, mais à ce que je sais, c'est que ça demande énormément d'images. Donc, ça doit être l'une des raisons pourquoi vous obtenez des performances qui sont un peu moins bonnes. Puis, détecter c'est assez complexe, là, le visage humain. Là, donc, c'est une tâche qui est pas simple. Là, donc, ça ne me surprend pas que les performances soient moins bonnes un peu. À ton avis, est-ce que ce serait un bon outil à continuer à développer par rapport au fait que des fois, pour un prof dans une grande salle de cours, c'est bien dur de voir les émotions de tout le monde? T'sais? C'est une bonne question. C'est sûr que si on est en mesure d'aller chercher les bonnes données pour mener à terme cette tâche-là, je pense que ça pourrait être un bon outil. Mais je pense que ça prendrait beaucoup de données là, pour être en mesure d'avoir un outil qui est efficace. Là. Merci beaucoup, Simon, puis merci beaucoup, Marie-Caroline. Mais merci à tout le monde Merci à vous. pour la participation. Désolée, Maxime, on a dépassé un petit peu. Juste peut-être déposer la slide, Simon, de notre conclusion. Mais on vous remercie pour la participation. Vraiment, ça a été vraiment un plaisir d'interagir avec tout le monde. Là. Juste rapidement, de vous rappeler, de garder en tête finalement que l'intelligence artificielle est supposée être là pour vous. Donc, vous êtes les acteurs de l'éducation, vous êtes là, puis vous devez participer à son évolution. Donc, soyez pas gênés d'essayer d'en apprendre davantage, mais aussi de donner votre opinion, puis de participer au développement. C'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous permettre d'ouvrir la porte sur l'intelligence artificielle, d'en connaître plus, puis de susciter la conversation comme on a fait aujourd'hui. Bien, merci. Merci beaucoup tout le monde. Puis j'ai vraiment apprécié vos questions. Je pense que c'était vraiment une belle interaction avec vous tous. Donc, merci. Puis j'espère que vous en avez retiré du bon.
Merci Bonne beaucoup, journée. Caroline, Simon. Ben, au nom de tous les participants de Fadio, vraiment pour cette conférence très, très riche de haute qualité, on vous remercie vraiment du plus profond de notre cœur. Ce qui s'est passé dans l'option clavardage tout au long de ces 90 minutes-là, c'est incroyablement riche. Je pourrais vous donner là, une copie du clavardage pour que vous puissiez regarder tout ça. Les gens ont adoré votre conférence. Je vous remercie infiniment. Avant de se quitter, je vais vous présenter Laurie Couture. Quand elle assiste à une présentation, elle a l'habitude, l'incroyable habitude de nous faire un sketch note pour résumer, pour synthétiser ce qui est ressorti des conférences auxquelles elle assiste. Je vous partage mon écran 30 secondes. Je vous montre ça encore une fois. Là. Ça va faire plaisir à Philippe Beaubien qui avait mis une pression sur Laurie. Donc, voilà son résumé. Puis, Caroline, Simon, vous pouvez vous exprimer, si vous voulez, en temps réel sur ce que vous voyez. Eh bien, j'aime ça parce que la poubelle est là. C'est ça, moi, c'est le plus important. C'est... Hey, wow, c'est magnifique. Merci, Laurie, sincèrement, là, de voir tout ça en dessin et en image. Wow! Wow, c'est sérieux, c'est impressionnant là, que ça a été fait durant la présentation. Là. Tout est là. En plus, elle interagissait avec nous autres, Laurie, constamment. Ben Donc... oui. Puis Laurie en est à son 5e sketch note depuis lundi. Donc, félicitations, Simon et Caroline, pour ce beau moment d'échange qu'on a vécu ensemble.